Gilles, je suis vraiment très heureux de t'accueillir à l'occasion du lancement, de la préparation du colloque 2020 de l'EMCC France, qui aura lieu les 20 et 21 mars au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, sur un très beau thème, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, de l'infiniment petit à l'infiniment grand vers une conscience planétaire partagée. Et à ce titre, et aussi par rapport à toute l'implication que tu as depuis des années aux côtés de dirigeants de beaucoup d'entreprises, il était important pour nous qu'on puisse t'accueillir, avoir ta parole, et en plus, il me semble que l'on m'a dit que tu allais animer un atelier à l'occasion de ce colloque. Donc encore un grand merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Je pense que la toute première question que j'ai envie de te poser pour te faire un peu découvrir de nos publics, ce serait quels sont les éléments un petit peu saillants qui ont émaillé ton parcours et qui fait que Gilles Poirieux est là aujourd'hui parmi nous. Mais écoute, j'ai eu beaucoup de périodes très différentes et très riches dans ma vie. J'aime bien commencer par celle de l'école de la vie. C'est le 15-23 ans, où à côté de mes études, j'ai fait tous les métiers. Et ça m'a donné l'occasion d'être serveur, d'être déménageur, bodyguard, chauffeur, de star, enfin voilà, de faire beaucoup de choses. Et ça m'a donné ce plaisir d'être tant avec les puissants qu'avec les gens simples. Donc j'ai cette école de la vie. Ensuite, une école de commerce. 10 ans de négociation. Je suis un défricheur, un ouvreur de marché. Donc je suis allé négocier pour vendre des produits agroalimentaires un peu partout dans le monde. Tu m'as parlé même de vendre des œufs, c'est ça, Voilà. entre des pays. Voilà, à 23 ans, j'achetais quelques millions d'œufs en Pologne que je revendais en Irak et au Koweït, en leur envoyant des cartons, parce qu'il n'y avait pas de cartons et d'alvéoles suffisamment solides pour supporter les routes turques. Donc voilà, j'ai toujours adoré ouvrir des nouveaux marchés, ouvrir le marché de la crème UHT aussi, aux hôtels-restaurants d'Asie, alors qu'ils importaient peu de produits laitiers de France à l'époque. Voilà, donc période de défrichage, ouverture, ça m'a appris à être en connexion avec le monde et la planète en permanence. Moi, je réfléchis monde, où est mon conteneur, où est-ce que partent des produits, voilà. Tu as été dans l'interculturalité, tu as baigné dans l'interculturel en fait très très jeune. Voilà. Et je crois même que tu as fini par découvrir la France à la fin de ta carrière, mais ça on y reviendra plus loin finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après cette période d'exportation, trading et autres, j'ai rejoint Sodexo à la vente pour ouvrir des marchés au service des bases vie dans les coins les plus reculés d'Asie centrale. Donc Turkménistan, Kazakhstan. Bon, ça s'est très bien passé. J'ai appris le métier sur le terrain, en négociant et après en opérant ces contrats, en étant responsable de cette zone. Puis on suivi 20 années de direction générale dans le groupe Sodexo pour les services de facility management et de restauration en Pologne, où là je me suis régalé avec une équipe à créer l'intelligence collective et à développer une entité qui venait d'être créée en un leader dans beaucoup de métiers. Et puis ensuite j'ai dirigé la Russie. J'ai eu une période patron d'une dizaine de DG sur la zone Europe centrale, Europe du Sud. Puis je suis revenu en France après un break sabbatique qui m'a conduit sur les chemins de Compostelle. Je pense que c'est important de faire des breaks dans sa vie. On y reviendra, oui, parce que pendant le temps de préparation que nous avons tous les deux, là, j'ai pris conscience à quel point ce parcours, ce chemin spirituel était aussi très important, et nous y reviendrons juste après. Bien sûr. Donc j'ai pris ensuite, à 50 ans, la direction générale de Sodexo Entreprises France pendant 3 ans, puis l'Institut du Management de Sodexo, qui était très en lien avec ce que je fais en dehors de l'entreprise, qui est de présider une association de dirigeants qui s'appelle EVH. Et puis depuis 2 ans, je consacre une grande partie de mon temps au développement d'EVH, de cette association, et j'ai pris des postes d'administrateur, de conseil, et j'accompagne aussi de l'associatif, voilà, un peu en slasher, en mimétisme de mes enfants, qui sont une de mes grandes sources d'inspiration. En fait, tu es un millénium, toi aussi, à part entière. Alors, juste pour d'autres publics, EVH, c'est Entreprise vivante pour les hommes et les femmes vivants, c'est ça, hein? Alors, c'est vrai qu'on a un nom à rallonge, et en fait, c'est une aspiration. C'est vers une entreprise vivante, par et pour. Et je vais revenir sur le par parce que tout le monde l'oublie, et nous, c'est ce qui fait notre différence. C'est par et pour des femmes et des hommes vivants. Avec une question, est-ce qu'on ne rajouterait pas pour une planète vivante dans un process vision en cours ? Donc, c'est une aspiration
à beaucoup plus de confiance, de responsabilisation des équipes. Et lorsqu'on transforme une entreprise, on le fait par et pour ses collaborateurs, comme on le fera, j'espère, dans 10, 15, 20 ans, au niveau d'un pays, voilà, où les citoyens seront interrogés et où ça se fera par et pour les citoyens, et pas simplement par des gens qui pensent avoir les clés de tout et qui décident sans avoir pris le pouls et travailler avec leurs équipes. Donc c'est beaucoup plus de participatif, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'engagement pour que chacune et chacun puisse trouver sa place dans l'organisation et puisse contribuer finalement. Exactement. Exactement, et on peut y accoler des termes plus modernes que sont entreprise libérante, que sont entreprise responsabilisante. Nous, on appelle ça une entreprise vivante, là où il y a de la vie, là où l'humain est au cœur, et là où beaucoup qui se posent la question est-ce que j'ose la confiance ou pas, voilà, peuvent y aller et peuvent travailler entre pairs, entre dirigeants pairs, PIRS, pour acquérir la confiance, une sécurité ontologique, alors bien sûr aidée par des coachs, pour pouvoir atteindre le but qui est avoir une entreprise qui fonctionne bien, avec des collaborateurs qui fonctionnent bien, tout en étant soi-même aligné avec ce qui fait notre force, nos tripes, notre cœur, notre tête, et que tout soit bien aligné. D'ailleurs, bien sûr, tu évoquais l'intelligence collective, c'est quelque chose que je pense que tu as beaucoup contribué à développer, notamment chez Sodexo. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu nous as parlé aussi du management par la confiance. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Comment tu l'as déployé, comment tu as identifié que ça pouvait être un vecteur, un levier majeur d'engagement et de responsabilité des collaborateurs, finalement ? Moi, c'était une découverte, le management par la confiance, d'un patron en Colombie, de Sodexo en Colombie, qui avait complètement transformé son entreprise et qui s'était basé sur nos gérants de restaurants, c'est le métier traditionnel, et qui, pour développer le business, était appuyé sur ses collaborateurs terrain. Et j'ai le souvenir d'une gérante de restaurant qui a encadré 30 personnes, qui était à la tête de 300 personnes un an plus tard, couvrant l'ensemble des métiers d'une usine de gâteaux, déchargement des camions, les palettes, la propreté, la maintenance technique de l'usine. Voilà. Et comment cette femme qui encadrait 30 personnes en connaissant la restauration, donc un métier de cœur, était rentrée dans un métier de process, des process de propreté, de maintenance et autres. Et en fait, lors d'une réunion annuelle de lancement d'année avec nos collaborateurs, j'ai lancé un projet que j'ai appelé Eldorado, en souvenir de la Colombie, et où j'ai demandé à chacun de devenir responsable de la relation client et de proposer d'autres services à ses clients, en étant aidé par le marketing, par des ventes, mais d'utiliser la confiance qu'avait le client envers nos collaborateurs pour développer une notion de conseil. Pas de vente, parce que vente est un terme souvent qui fait peur aux collaborateurs opérationnels, mais plus de conseil.